Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Antoine, partie 2 de notre échange. Dans la première partie, on a creusé l'avant-addiction, l'avant-descente. On a parlé de toi à la campagne. Ça veut dire quoi de faire face à tous ces hétéros et les différentes stratégies dont toi et moi on a discuté. Oui. Et de ce terreau où justement l'addiction au sexe tarifé et aux drogues a poussé. Tu te souviens d'un déclic où c'était diffus? Non, je me souviens du déclic, oui. Ouais, il y en a eu un. Ouais. T'es seul, isolé. T'oses pas appeler des amis qui sont loin. T'as pas envie de les embêter avec tes histoires parce qu'ils considèrent que tu vis une vie chouette. T'as une belle maison, t'as la campagne. Ton mari est en voyage d'affaires. Tu t'embêtes. Tu vas au sport, t'es tout seul. Tu parles à personne. Tu parles à ton chien, à ton chat. Et puis tu cherches sur Grindr et puis t'as des refus ou des non-réponses. Ça, les applis, ce qui m'énerve, c'est quand je vois les trucs, c'est la non-réponse, c'est une réponse. Bah non, si je rencontre quelqu'un dans la rue qui me dit bonjour, je lui réponds. Tu vois. Donc redécouverte des réseaux sociaux quand même, pour moi, était violente parce que j'ai pas les codes, j'ai plus les codes en fait. Vous êtes en relation ouverte à ce moment-là? Non, on n'est pas en relation ouverte. On n'a plus de sexualité parce que je suis en dépression. Je suis un peu perdu. Je veux savoir si je séduis toujours. Sur Grindr, ça marche pas. T'as envie de quelqu'un qui me prenne dans les bras, t'as envie de sexe. C'est bizarre, le sentiment est un peu diffus. Et là, tu vas sur un site dont je tairai le nom, volontairement, parce que j'ai pas envie de leur faire la promotion. Et là, tu vois des pages de garçons qui sont magnifiques, en fait, sur le papier, tu vois, qui répondent à ton attente rapidement pour de l'argent. Et ça, c'est fait en 5 minutes. Le prix, la durée et l'endroit. Donc, bah, t'y vas. Toi, quand tu vas sur ce site d'escorte, tu te rappelles comment tu as eu l'idée? Bah, t'es sur ce site, t'as 2 parties sur ce site. Ah, je crois de savoir de quoi tu parles. Mais ça, c'est important parce que c'est vrai que ça, il y a une partie rencontre entre personnes et une partie où tu peux rencontrer des escortes. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, en effet, de voir que ces 2 parties sont poreuses. Ouais, et des fois, même sur d'autres applis, ils te contactent. Tu vois, où t'as des profils qu'on va citer Grindr, t'as des fois des mecs qui te contactent. Ou tu contactes un mec, assez joli, il te répond. Et en fait, il va te dire, je suis en langage codé escorte, ou va mettre un truc, tu vois. C'est ce qui t'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé après. Mais ouais. Mais ma question, c'est là, on est dans le déclic. Le déclic, c'était la première fois, c'était vraiment sur ce site. Où c'est un peu poreux, ouais, bien sûr. Et ça te donne, en tout cas, ça te donne l'idée, ça rend accessible la chose, c'est sûr. Alors qu'on sait qu'en France, si nous, on sollicite un escorte, c'est punissable. Là, c'est sur Suisse, en fait. Ça se passe en Suisse. T'y vas. Tu vois, et en fait... je me rappelle un de tes podcasts sur la taille du sexe ou sur comment... C'était quoi? La boussole.
me rappelle. Donc, ça m'a... Et là, tu te retrouves avec un garçon qui a quelque chose d'assez... pas commun, on va dire. Donc, poppers, et puis on propose du GHB. Donc, t'en prends. Puis ça se passe bien au bout du T'en prends... parce que ça fait mal au début quand même, tu vois. Le truc... donc, ça va te soulager, donc tu prends ce truc-là pour te désinhiber un petit peu. À ce moment-là, c'est quoi Et je fais une petite parenthèse, en fait, il y a des travaux, et je pense que les auditeuristes doivent l'entendre. J'aurais dû le dire dans la partie 1. Oui. Nous sommes en travaux, effectivement. Nous sommes en travaux. Non, mais il y a des travaux qui font vibrer l'intégralité de l'immeuble. Hein. Oui. À ce moment-là, tu sais quoi des drogues ? Parce que là, il y a quand même un déclic. Si on revient ce glissement où on dit... donc je fais du sexe tarifé, il a une grosse bite, il me propose de la drogue, j'en prends. Ouais. Clac, clic, clouc. Comment ça... Je sais pas, c'est arrivé... Donc lui, l'escorte que tu payes, ouais. T'offre de la drogue. Ouais, pourquoi pas ? Je dis, ouais, voilà. C'était quoi tes préjugés ou tes idées sur la drogue ? Aucun préjugé, surtout que mon premier extra, j'ai pris à 35 ans, tu vois. Première expérience, c'était à 35 ans, la drogue dure. Hein. Donc, puis après, j'ai arrêté. Mais là, j'ai repris, en fait. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai connu jeune, tu vois. Mais là, on est en quelle année ? On est en 2022, t'as dit. 2022, là, ouais. Donc le chemsex. 2022. On en parle déjà en 2022 ? On commence en 2022. On commence. Mais toi, c'est... Avant, non. Donc t'as plutôt des préjugés positifs sur les drogues dures ? J'ai pas de jugement en fait, parce que j'étais addict à la cocaïne à un moment, dans les années entre 2007 et 2009. Et je m'en suis sorti, tu vois. Mais j'ai pas de préjugés, j'ai pas jugé les gens qui prennent de la drogue. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Et je suis plutôt nature curieuse, donc pourquoi pas, tu vois. Je me dis, ça peut être cool. Je veux dire, je suis avec un mec qui est joli, qui a une grosse bite. J'ai pas envie de me bloquer sur le truc, voilà, et de profiter au truc pleinement, tu vois. Dire, enfin, je suis avec quelqu'un et je vais baiser correct. Enfin, pas correctement, je vais pouvoir m'éclater, tu vois. J'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup d'alcoolisme, et donc j'ai grandi avec l'idée que alcoolique un jour, alcoolique toujours. C'était une personne alcoolique qui m'a dit ça. Hein, c'est notre adage que je dirais tout à l'heure. Toi, tu veux le dire maintenant ? Escorte un jour, escorte toujours. Ok. Voilà. Bon, je préfère qu'on parle en nos noms. Parce que tu n'es pas escorte. Non, je suis pas escorte du tout. Du coup, on va pas parler en leur nom. En revanche, donc moi, je grandis avec cette idée-là. Toi, tu dis, je suis addict à la cocaïne pendant plusieurs années, je m'en sors. Ouais. Et à ce moment-là, tu te dis pas, les drogues dures, ça devient interdit pour moi. Non, parce que j'ai pas de. À l'époque, il n'y avait pas les drogues de synthèse. En 2007-2009, tu n'avais pas tout ce qu'on connaît maintenant, tu vois. Donc, t'as pas non plus la même facilité. T'avais pas plus la même facilité, tu vois. Maintenant, c'est supermarché, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Le mec En fait, pour moi, dans un parcours d'addiction à la cocaïne, est-ce que tu te rétablis avec des professionnels de santé ? Alors oui, mais surtout avec une stratégie de remplacement. Et ils te disent pas, la drogue dure, c'est fini, monsieur ? Non, j'ai une stratégie de remplacement à l'époque. Et là, je fais la même chose. Ma stratégie de remplacement, c'était à l'époque, c'était 90 €, 100 € le gramme de coke. Je me prenais des places à l'opéra, au concert, je faisais des voyages. Le même tarif pour pas avoir les sous pour voilà. Donc, mais je suis sorti de cette relation toxique que j'avais à l'époque avec le garçon qui m'a entraîné dans la cocaïne. Donc, t'avais deux choses en même temps. Mais t'es d'accord qu'il y a une répétition là ? Il y a une répétition. Mais que sur le moment, avec l'escorte, tu ne vois pas que la répétition se répète ? Non, parce que le G, voilà, bon, c'est un truc, je sais que c'est dangereux si tu prends de l'alcool, tu peux en mourir, etc. Voilà, la dose est minime, je dis pourquoi pas, tu vois. Et tu sais que c'est pas une drogue addictive. Enfin, tu penses que c'est pas mortel comme drogue, parce qu'il y a beaucoup de morts quand même. Donc je prends un risque, mais là, à ce moment-là, je sais pas, j'avais envie de profiter du moment, vraiment. Je te demande, est-ce que tu as des préjugés, c'est-à-dire des opinions autour de la drogue ? Tu me dis non. Et là, tu me dis, je sais qu'on meurt de l'AG. Oui. Du coup, c'est oui. Tu es informé, tu sais ce que c'est les drogues. Informé que si tu mélanges l'alcool et du GHB, tu as un risque mortel. Ok. Voilà. Moi, je sais pas ça. Tu vois, donc, faut pas. Par contre, il faut surveiller la consommation. Et voilà. Après, tu as les préventions dans différents sites à Paris où tu expliques, et même des sites internet qui sont ouverts au public. Enfin, tu peux voir. Même
font les mélanges de drogue, ce qu'il faut pas faire. Donc toi, t'as l'information. Tu rentres dans ça sans avoir l'impression de glisser. Non. Et donc tu dis oui à cette drogue. Voilà. J'ai passé un bon moment. C'est bizarre ça doit être coûteux. Enfin, moi, si mon métier c'est travailleur du sexe, je donne pas de la drogue à quelqu'un. Enfin, si. Bah, il y en a qui sont dealers. Ouais. Tu vois, donc... Et tout à l'heure, tu disais escorte un jour, escorte toujours. J'étais un peu repris sèchement parce que je me suis senti agressé. Mais je trouve que c'est un peu gratuit. Mais c'est parce qu'en fait, toi, ce que t'exprimes, c'est que t'as une dent contre ce métier. J'ai pas une dent contre ce métier, mais t'as des attitudes, je trouve ça dommage. En fait, dans mon sentiment, voilà, j'ai rencontré beaucoup d'escortes, j'ai dépensé excessivement beaucoup d'argent, mais j'avais à un moment un syndrome de réparation. C'est-à-dire que je voyais des garçons, la plupart latino-américains, qui racontent des histoires qui te fondent le cœur des fois, tu vois, et en fait, tu t'aperçois que c'est toujours la même histoire. Et donc, t'as envie de les sauver. J'ai envie de les sauver, les aider. Sortir de la drogue. Parce que j'ai vu des garçons... très jolis garçons, magnifiques. Tomber dans la tina, la méthamphétamine en fait. Et en un an, il a maigri et son sourire a disparu en fait. Son regard est devenu noir. Comme toi. Ouais, à l'époque. Et là, j'ai voulu l'aider. Et un garçon magnifique, en fait. Physiquement, intelligent, etc. Et je l'ai vu se fondre. Et ça, c'est douloureux. Et comme la personne trans du tram. Ouais. T'as souvent envie de sauver les gens. Ouais, c'est le syndrome de la réparation. Je sais pas pourquoi. Faut que je pense aussi à moi d'abord. Mais j'aime pas voir les gens souffrir. Moi, j'adore croire que je peux sauver les gens. C'est beaucoup plus simple que me sauver moi-même. Ouais, mais j'aime pas voir les gens souffrir, en fait. Parce que je sais que la douleur que c'est, en fait, en moi, c'est insupportable pour moi. Voilà. Moi, c'est un endroit très problématique dans ma vie. Parce que je crois bien faire et souvent, ce que j'offre à l'autre, comme je veux le sauver, c'est pas l'écoute dont la personne a besoin, c'est pas la présence dont la personne a besoin. Et je crois que je le fais parce que c'est un endroit de pouvoir où, en fait, face à ma détresse, moi, j'y arrive pas et ça m'inonde. Face à la détresse de quelqu'un d'autre, j'arrive à mieux croire que je peux en faire quelque chose, je peux faire quelque chose pour aider et ça m'apaise. Ouais. Donc au final, c'est moi que j'essaye de sauver. Toi, ça te parle, ce que je viens de dire ? Ça me parle tout à fait, parce qu'en fait, en échangeant avec beaucoup d'escortes, on a parlé de la première rencontre, tu vois, la drogue, mais après, ça a glissé sur... je ne restais pas 1 heure, mais plusieurs heures. Et puis après, une nuit, ce qu'on appelle overnight. Et puis après, un escorte ne suffisait pas. Après, j'en appelais plusieurs, tu vois, parce que tu as un chemin où, en fait, plus tu prends la drogue, plus tu as envie de sexe, plus tu dures longtemps, tu vois. Je me suis retrouvé à pas dormir pendant 60 heures. Tu vois, ça m'est arrivé, tout en allant au travail la journée. T'as envie de les aider, en même temps tu échanges, tu vois, avec ces personnes. Des fois elles sont sincères, des fois elles sont dans un système de manipulation pour te soutirer le maximum de temps, donc d'argent de toi, tu vois. Mais ça m'a aidé parce qu'en fait, parler avec des personnes qui sont dans la difficulté comme moi, qui ont peut-être des problèmes ou un terreau fertile, là, je sais pas quelle pathologie. J'ai entendu hétéro-fertile. Non. La plupart sont hétéros ou bisexuels, en fait. Ah oui. Latino-américains, ouais. Certains sont homo. Mais tu vois une grande détresse, ils sont loin de leur pays, très loin. On parle de réparation. Mais en fait, ça m'a aidé de leur parler avec eux. La drogue m'a aussi ouvert l'esprit. J'avais des flashs qui venaient depuis longtemps dans ma vie. Et en fait... c'est avéré que j'étais abusé sexuellement à 6 ans, qui était confirmé par un travail que j'ai fait dessus. Donc ça m'a ouvert. Donc l'addiction que j'ai eue m'a ouvert sur d'autres choses, tu vois. Donc, quand tu aides les autres, t'as un échange, mais ça t'aide toi-même. Donc je suis d'accord avec toi. Parce que les questions que tu poses, c'est les questions que tu devrais te poser à toi-même, et les réponses qu'on te donne, c'est peut-être des réponses que toi tu peux donner. Donc en fait, tu te déculpabilises, tu vois. Tu te dis, j'ai pas à travailler sur moi. En fait, si tu travailles sur toi, et en fait, moi, ça m'a ouvert plusieurs choses, et j'ai réussi à comprendre plusieurs choses. Donc, pourquoi maintenant, c'est
je choisis mes batailles, je reste silencieux, je vais diriger mon énergie sur les personnes qui en ont vraiment besoin, tu vois, comme un jeune homo, un jeune trans, ou homme ou femme, hein, ou une jeune fille qui est un peu qui se sent mal à l'aise. Tu penses qu'il en a vraiment besoin, mais je serai attentif. Tu vois, je vais le revoir. Je vais me mettre pas loin, mais je serai attentif. Tu vois, je vais pas non plus être intrusif. Au final, moi, ça me parle parce que certainement, je dois prendre la responsabilité. Je fais parler les gens sur ce podcast parce que moi, j'arrive pas à parler. Je suis à peu près sûr. Certainement. Je te comprends bien. Ramène-moi dans le... On a eu le déclic, on a fait la première fois avec l'escorte, tandis que le mari est pas là. Et après, là, tu parles de plein d'escortes et de nombreuses heures. Là, à ce moment-là, le mari est toujours en voyage ou... Alors, deux fois, j'avais rencontré un mec... Vous vous êtes séparés au milieu? Non, on n'est pas encore là, tu vois. Comme je te disais en début, première partie, c'est que le couple, Covid, après l'isolement, etc., pas de travail pour moi, travail pour lui, expérience professionnelle un peu machin, enfin, voilà. Un isolement de plus en plus dur, tu vois. Une solitude de plus en plus dure, donc plus d'attirance sexuelle pour mon partenaire, plus de désir, plus de sexe avec lui. Donc, rejet sur voilà, ça fait... Ça tremble, oula. Sur Grindr, pas plus de perte de temps, t'as essayé un escort, tu vois que ça va vite, t'as un peu des ressources financières, donc t'y vas. Et en fait, je me rappelle d'une fois où je suis chez un mec, c'était pour prendre... pour acheter du G. C'était ça. J'ai un escorte. Et le mec dit, je t'en vends, y a pas de problème. Et en fait, là, il me dit, tiens, fume. Il y avait une pipe, donc il fait fumer. Pourquoi pas. Voilà. Je fume, et on commence à discuter, tu te désignes un petit peu et tout. Et là, sort de la salle de bain un mec que j'ai pas vu, et un mec qui était joli, tu vois. Et là, c'était vraiment le déclic là où j'ai vraiment glissé dans le chemsex, l'addiction. Ça a commencé à ce moment-là. Parce qu'on a commencé à 3, et puis après, ça a duré puis après, on était à 2. On a fini tous les deux avec ce garçon sur la salle de bain qui était vraiment très beau. Bête de sexe. Donc le sexe était là. Donc là, c'est 2 escortes? Ouais, 2 escortes au début. Celui qui m'a fait fumer, et puis après, t'as un autre qui est arrivé. Après, je suis parti... Que t'as aussi payé? Ouais, après, je suis parti avec le second. On est resté, je sais pas, presque un week-end ensemble. Le sexe était extraordinaire. On était sous drogue, on dormait pas. Il y avait une espèce de truc, mais c'était complètement superficiel, en fait. Et ce garçon-là, l'escorte, je l'ai revu plusieurs fois. Mais des jours, des nuits, des jours entiers. Et on prenait beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue. De plus en plus, tu vois. Mais le sexe, tu baisses pendant des heures et des heures, quoi. Et c'est juste... je sais pas, t'es dans un autre monde. T'es complètement... t'as envie d'encore plus, tu te sens bien avec lui, tu le trouves beau, tu le trouves magnifique, le sexe est génial, etc. Ça tremble de partout, hein. Ouais, là, c'était... Ouais, tu te dis, je compte aux yeux de quelqu'un, tu vois. Sexuellement... Enfin, je sais pas, il y a une sorte de connexion, mais avec le recul, c'est une connexion complètement superficielle, en fait. Hein. Altérée par la drogue. Complètement, oui. Et par le fait que c'est payé? Non, parce que tu oublies, en fait, tu t'en fous. L'argent, là, n'a plus aucune... Tu t'en fous. Les heures passent, t'es là dans le moment, quoi. Tu vois, ce qu'on appelle... les heures passent, et tu... Voilà. Et t'oublies le truc, quoi. T'es sur une autre planète. Resitue-moi chronologiquement donc vous vous séparez en 2022, tu commences l'escorte et la drogue. On se sépare en 2023. Et 1 an plus tard. Ouais, 1 an plus tard, ouais. Avec une séparation, là, ouais. Et qu'est-ce qui déclenche la séparation? En fait, déjà mon départ dans une autre ville. Le fait que financièrement, il s'aperçoit qu'il y a des grosses dépenses. Qui ne comprend pas. Est-ce que tu utilisais l'argent commun? Ouais, et puis surtout mon argent, que je participais pas aux frais communs en fait.
Donc des questions, j'évite les questions, je parle plus. Comme je commence un autre boulot, dans une nouvelle ville, t'es tout seul, tu recommences le truc en fait. Et tu tombes dans un cercle vicieux où tu travailles, tu rentres, t'es fatigué, t'as envie d'échapper au truc, t'as plus de relation avec ton mari. Alors tu m'as perdu. Vous vous séparez parce qu'il se rend compte qu'il y a des trous. Parce qu'il se rend compte que je lui mens, il se rend compte que je lui dis pas la vérité, Okay. que lui aussi il souffre, il s'inquiète, que même si il y a un certain rejet de sa part, enfin, et donc ça se creuse. Donc il te confronte. Il me confronte à chaque fois. C'est lui qui te dit je veux arrêter cette relation. Et c'est ça qui fait que tu pars. Non, je suis parti avant. Je suis parti en avril dernier, en avril 2023. Mais là tu pars parce que tu dis. Non, j'ai un nouveau boulot. J'ai un nouveau boulot. Hop, je vais partir. Donc je me dis, je vis dans une ville, de la campagne, donc ça peut bien se passer, mais en fait. C'est à ce moment-là, donc il y a à la fois les escortes, la drogue, le boulot, ton mari. Ouais. Et en fait, tu fais tout ça sans que lui sache. Okay. Je dois assurer mon nouveau travail, je cours entre les trains, machin, etc. Le soir, je me défonce la tête, je vais au boulot quand même, tu vois. Mais quand tu te défonces, lui, il est où, ton mari ? Il est à la maison, à 300 km. Ah oui. L'escorte et le chemsex, c'est venu, vous habitiez encore ensemble, mais après, tandis que tu déménages, là, tu as encore plus de liberté chaque soir et de solitude dans une nouvelle ville. D'accord. Exact, ouais. Donc, on est toujours ensemble, légalement, on est toujours ensemble. Ouais. Mais puis je reviens dans notre domicile conjugal. Enfin, voilà. Mais je lui mens. Des fois, j'arrive à... Je suis complètement... Mais j'ai pas dormi pendant des heures, des jours et des jours, 60 heures, je t'ai dit, 48 heures. Complètement défoncé. J'ai passé mes nuits à baiser. Et voilà, quoi. Donc... Enfin, je sais pas, c'était bizarre comme sentiment. Destruction, ça c'est certainement. Destruction du couple, oui, tout en voulant le protéger, ne pas lui dire ce qui était réellement passé, parce que les escortes te manipulent. Certains, pas tous, hein, attention. Certains vont te droguer, vont te donner des trucs. Je me rappelle, j'étais avec 2 escortes, ils m'ont donné plein de trucs, et j'ai pas trop compris, donc j'ai paniqué, et je suis parti, tu vois. D'autres qui vont te voler, enfin des trucs. Ils t'ont volé quoi ? De l'argent, des petites choses chez moi, des trucs ridicules. D'autres non, qui sont très corrects. Je fais pas une généralité sur les escortes. Il y en a que j'ai rencontrés qui sont très très corrects. D'autres qui m'ont vraiment marqué, parce que par leur gentillesse et leur douleur aussi, j'en ai parlé d'un. D'autres qui m'ont fait peur, très peur. D'autres, ouais. En fait, c'est un mix de sentiments. Où t'as des douleurs qui se confrontent en fait. Et t'as un besoin financier de l'autre, t'as un besoin d'affection d'un autre côté. Mais tu sais que l'escorte a besoin, lui, il est tout seul. Il a besoin d'argent pour vivre. Toi, tu as besoin d'affection, d'un corps, de sexe. Donc, tu te rejoins sur ça. Mais sachant pour l'un que c'est un travail, tu vois. C'est 9h, 17h, grosso modo. Et pour toi, tu cherches autre chose. Peut-être l'homme de ta vie ou quelqu'un que tu pourras sauver. Mais ça, non, ça marchera pas parce que c'est un boulot pour eux, tu vois. Oui, il y avait une part de toi qui, quand tu trouver un escorte et que tu le payais, tu tombais amoureux, t'avais envie que ça soit l'homme de ta vie. Ouais, il y en avait 2, 3 comme ça. Donc, tu t'es dit, je vais pouvoir les sauver. Pouvoir le sauver, dont un, je me rappelle, on m'appelait, on m'a surnommé El que ayuda en espagnol, c'est-à-dire celui qui aide. C'est qui on Certains escortes. Ils se parlent entre eux, c'est une communauté. Ils se connaissent, ouais. Surtout les Latino-Américains se connaissent très bien. Ok. Il y a des mecs très très gentils. Comment t'as su que t'étais surnommé ? Parce qu'il y en a qui me l'ont dit. Parce qu'ils parlent entre eux. Puis après, voilà, ils parlent entre eux. Donc je trouvais ça sympa sur le moment, tu vois. Mais en fait, c'était plus... Moi, c'est moi qui me perdais, en fait.
il y en a un qui m'appelle en larmes, j'étais au travail, et je sais qu'est-ce qui se passe, et il me dit, ouais, mon père a une crise cardiaque, je sais pas comment faire, etc. Faut que je reparte en Colombie, je sais pas à qui m'adresser, tu vois. Donc il était vraiment en larmes, il était pas bien ce garçon. Donc je l'ai aidé pour payer son billet d'avion, tu vois, pour retourner en Colombie. Mais après j'ai plus de nouvelles, il me dit, je te rembourse, il a disparu, quoi. Donc, ouais, quand t'as un terreau de dépressif, quand t'as un terreau de fragilité, quand t'as un syndrome de réparation, quand tu vois des personnes en face de toi qui sont dans le besoin et qui comprennent qui tu es, bah t'es une proie, en fait. Donc, voilà. Et ça, tu t'en es rendu compte? Est-ce que pendant, t'avais des intuitions? Oui. Pendant toutes ces rencontres? Ouais, t'avais des intuitions quand même. J'avais des trucs, mais je me laissais faire, en fait. Parce que j'avais pas envie de choisir ma bataille. Ma bataille, c'était pas de ce moment-là c'était plutôt me détruire. Tu vois, parce que mon couple allait plus. Donc je me disais à quoi bon, en fait, tu vois. Donc t'es une descente au fur et à mesure. Et t'as pas envie de lutter. Tu te laisses aller, tu te laisses faire. Tu t'en fous. Tu vaux moins que rien, tu réussis pas à sauver ton couple. À quoi bon, quoi. Donc c'est vraiment une descente. Toi, tu disais que tu gérais tout en parallèle et qu'en fait les gens n'ont jamais su, non. Mais que t'as maigri, c'est ça? Ouais, j'ai maigri, j'ai perdu 10 kilos. Celles et ceux qui t'ont fait des remarques, c'est autour de ton poids. Au travail. Mais ils ont compris qu'il y avait une détresse ou ils ont juste dit, ah tiens, t'as maigri? T'as maigri, ils n'ont pas compris. Certains m'ont dit, mes amis proches, hein, mais on savait pas que c'était aussi catastrophique, en fait. Ouais, je me rappelle. Ils auraient pu? Pardon, tu te rappelles? Ouais, une copine qui était en larmes, si je l'avais su, t'aurais dû m'appeler. Je fais, mais non, j'avais pas envie d'appeler quoi que ce soit, quoi. Mes amis proches ne savaient pas. Ouais. Et certains m'ont dit, ah, je comprends maintenant, je regrette quand tu m'as dit, est-ce que tu veux venir me voir à Bâle? J'aurais dû comprendre que j'avais besoin d'aide à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait, non, t'as rien à te reprocher, c'est moi qui aurais été le plus clair, en fait, en disant, j'ai besoin d'aide. Mais j'osais pas le dire. Donc j'ai appelé 3 personnes. Tu les as appelés en disant coucou, comment ça va? Enfin, ouais, comment ça va? Normal, enfin voilà. Oui, c'est ça, t'as fait. Tu peux pas venir à Bâle me voir, etc. Bah non, je peux pas. Et puis une autre, j'avais dit, on rappelle, le message commençait par Once in a lifetime. J'étais vraiment au fond du trou, j'aimerais bien que tu viennes ce week-end. Elle m'a répondu, je t'appelle demain. Et je me suis dit, ok. Donc pour une fois, j'ai dit besoin de quelqu'un. Elle me répond, non, je peux pas venir. Oui, j'ai pas compris, pardon. Ton texto, ouais. C'est quoi Once in a lifetime? Pour une fois dans la vie, je te demande de l'aide, j'ai vraiment envie que tu viennes là me voir, j'ai besoin de toi. Ah, ouais. Ton texto était là pour le coup très direct et clair. Non, je t'appelle demain. Voilà. Bon. Tu te retrouves tout seul. Donc tu recommences. T'appelles un escorte et tu continues à une espèce de combat de solitude et tu retombes. Donc tu prends différentes drogues de synthèse. Depuis le début, et j'ai bien pris soin de pas le dire, je comprends que ton discours, tu l'incarnes comme tu veux, comme tu peux. Est-ce que tu voudrais essayer de dire je? Parce que tout ton discours, c'est tu mets à distance et c'est peut-être une bonne façon pour toi de raconter sans avoir trop mal. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, les mauvais moments, je les oublie. Donc pour moi, le tu est un autre, quoi. Le tu est un autre, le tu est le passé. C'est une expérience que j'ai eue. J'assume ce que j'ai fait entièrement. Là, mais c'est vraiment la personne qui a passé ce chemin, en fait, seule. C'est pas moi, en fait. Je peux pas je prends tellement attention aux autres que je peux pas me détruire, tu vois. Et là, j'ai un sentiment de destruction. Donc oui, j'utilise le tu, c'est aussi une stat. Mais c'est toi. C'est moi. Et en fait, notre problème, c'est que c'était toi avec la cocaïne dans les années 2000. Ouais. C'est toi avec... et je te le dis de façon aussi directe parce que je me dis c'est une question de vie ou de mort. Oui. Parce que si c'est pas toi, ça peut se reproduire. Oui. Parce que du coup, c'est pas vraiment... Tu vois ce que j'ai... elle vient peut-être de là, ma surprise, quand en fait, t'as un passé addict et que tu retombes dedans...
Et peut-être que, ouais, sans... Enfin, j'étais assez surpris. Ouais. Bien sûr qu'on peut retomber dedans, bien sûr. Maintenant... J'ai pas de jugement, mais je me dis juste, t'as tellement mis à distance et oublié que les choses peuvent se répéter, non? Oui, et maintenant, vu que je travaille vraiment profondément sur moi-même, j'admets et j'accepte ce que j'ai fait. Je sais qui je suis, grosso modo. Je sais que l'abus sexuel a été là, je l'ai accepté. Donc je commence vraiment à trouver la racine de l'addiction, la racine du mal-être. Donc j'insiste sur quand je te dis, je choisis mes combats maintenant. Ce combat, il est là, tu vois. Donc ça, c'est avec la drogue, des flashs te reviennent. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu souhaites en parler? T'es pas du tout obligé. Oui, les flashs. J'avais des images qui me restaient en tête. C'était un spray au poivre en forêt. Après, ça a été une cuisine, une lumière au-dessus d'une table, quelque chose un peu... voilà, j'ai ces deux images. Alors un spray au poivre, c'est-à-dire la petite fiole le truc quand on qui est par terre dans une forêt? Non, qu'on me spray. Enfin, voilà. Dans les yeux, tandis que tu es dans une forêt. J'ai ces images et j'ai travaillé dessus. Et, attends, l'autre, c'est tu es dans une cuisine? Dans une cuisine, c'est une lumière blanche au-dessus de moi. Et je suis sur une table, en fait, sur le ventre. Donc, je travaille dessus. Donc, je commence à trouver la racine de tout ça, tu vois. Tu amènes donc ces flashs chez un thérapeute? Ouais, et on en parle, on travaille dessus en ce moment, et voilà. Et là, je trouve la racine. Tu vois, le déclencheur de tout ce mal-être, cette addiction, ce manque de confiance en soi, ce besoin d'aider les autres, ce besoin de toujours plaire aux autres, tu vois, tout ça, je vois la racine. Donc ça t'aide. Ça m'aide vraiment. Le fait, les escortes étaient une addiction. J'ai perdu mon couple, j'ai perdu notre maison, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai pas perdu mon temps parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai un terreau fertile à la dépression et à l'addiction, mais par contre maintenant, je pense être un peu plus armé pour pouvoir dire aux autres: j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide, et pour me mettre plus en avant. T'en es où justement aujourd'hui? Est-ce que t'as arrêté ou tu continues les escortes? Je suis totalement sobre, tant sur la drogue que sur les escortes depuis quelques mois. J'ai repris une sociabilité, c'est-à-dire que j'ai intégré des groupes de sport. Voilà, ce qui me sauve. Et puis je suis complètement ouvert. On me pose des questions, je réponds. Comme je dis, j'ai un chemin de recherche, de sincérité. Encore hier soir, une copine m'a dit: je peux te poser des questions sur ta sexualité? Oui, vas-y. J'ai rien à cacher, en fait. C'est à toi après, si tu veux l'entendre et l'accepter, tu vois. Mais tu sors un peu du silence dont tu parlais dans l'épisode précédent. Ouais. Et donc, non, maintenant, plus sincérité, je réponds aux questions et je pense plus à moi. Maintenant, je sais accepter la solitude. Voilà, je peux rester un week-end tout seul. Voilà. Faut que tu m'expliques comment tu fais. Hein. Donc j'ai réussi maintenant à me dire, et justement, ce que je reprochais avant, écouter l'air pousser, maintenant j'arrive à passer des moments comme ça, je sais pas, en méditation. Voilà, j'accepte ma solitude. Ce qui est bien. C'est venu comment? C'est venu par la force des choses, en fait. Soit j'appelais un escort, je prenais la drogue, soit je restais sur mon lit, où j'allais me balader, En fait, je voulais comprendre, aujourd'hui, tu dis, dans le chemin, j'arrive à mieux gérer ma solitude. C'est grâce au travail thérapeutique, tu dis, on travaille sur la source. C'est grâce au travail thérapeutique, c'est grâce aussi... je lisais beaucoup, mais je lis moins. Quand on m'a dit que j'étais hypersensible, j'ai lu beaucoup de bouquins dessus, tu vois. Donc le fait que je sais d'où viennent mes réactions émotionnelles, etc. Le fait que je sais d'où vient mon mal-être, etc. Ça me soulage. Tu vois, je vois la racine, donc j'y suis, tu vois. Je sens que on est au max aujourd'hui de ce que tu as envie ou de ce que tu peux raconter. Tu t'es d'accord ou pas? Ouais.
Ok. Ah, mais ça, c'est un oui. Non, mais parce que je disais ça, je voulais le verbaliser parce que je sentais que mes questions autour justement de la racine du travail que tu fais, mais. Là, je suis là, en fait. Je suis devant. Mais et puis c'est nouveau. Enfin, tu dis c'est quelques mois, donc t'es en plein chemin, quoi. Ouais. Donc il y a aussi des mots qui n'ont pas besoin d'être posés tant qu'ils sont pas. Ouais, exact. Qu'ils n'ont pas germé, quoi. Ouais, exact. Mais je suis content. Enfin, je suis plutôt dans une démarche positive. Et j'ai l'impression... c'est mon expérience, c'est mon chemin de vie. Mais j'ai l'impression que des fois, j'ai besoin d'aller au fond du dark pour pouvoir ressortir, tu vois. Peut-être la métaphore du phénix, me brûler entièrement pour pouvoir renaître, je sais pas, en autre chose. Parce que là, 14 ans de vie qui se finissent, passage escorte, la drogue, nouvelle vie dans une nouvelle ville. Peut-être que j'ai besoin de me brûler entièrement pour pouvoir aller sur un autre chemin maintenant. Je pense que c'est ça. Mais là, sachant où sont les racines du mal. Je suis pas fan. Je sais pas si... Est-ce que j'ai le droit de le dire? Tout à fait. Ça te... Non. J'ai pas la réponse, mais je t'offre, moi, moi, je continue à projeter sur toi. Moi, le Guillaume enfant, il est vachement présent pour moi. Donc, je pense que la raison pour laquelle je suis moins fan de ce que tu viens de dire, c'est que moi, j'ai besoin, et c'est vraiment le jeu, hein, genre, attention, hein, c'est ce qui est vivant pour toi, c'est super, et si je me mets dans tes chaussures, je comprends. Là, je suis dans mes chaussures de Guillaume, comme je trouve que c'est tout un chemin de reconnecter avec le Guillaume enfant, le Guillaume adolescent, qui s'est mutilé, écrasé, déformé. Le moment où je lui dis Phoenix, je vais tout brûler pour repartir à zéro, il y a une panique en moi. C'est ça que j'avais envie de te partager. En fait, j'ai plutôt envie qu'il ait dans mon temple, dans mon château, avec tant de pièces. Ouais. Il y en a plusieurs où il est là, il est chez lui. Parfois, je me rebalade. C'est cet enfant-là. À 8 ans, je faisais un journal. J'avais écrit mon propre journal sur l'ordinateur familial que j'avais imprimé. C'était 10 pages recto verso que j'avais imprimé puis agrafé, et je passais de porte à porte pour le vendre. Je ne sais plus. Le journal s'appelait Le Petit Figaro. Oh, trop mignon. Trop chou. Jeunesse de droite. Ouais. C'est faux, mon père lisait Le Monde. Mes parents, ma mère et mon père lisaient Les Échos et Le Monde. Les Échos, c'est un peu de droite peut-être. Bon, on s'en fout, mais, je trouve ça bizarre d'avoir nommé mon journal Le Petit Figaro. Le Petit Figaro. Peut-être en référence à une pièce de théâtre ou un opéra, je sais pas. Oh non, j'avais 8 ans, je n'y connaissais rien. Bon, on s'en fout, c'était une parenthèse, mais c'est cet enfant adolescent-là qui est en train de faire ce podcast. Tu vois ce que j'essaie de dire? T'as raison. Et il y a un truc où souvent, cet enfant adolescent-là, il a plein d'idées pour moi. Quand je reviens à cet endroit et que je me reconnais avec cette créativité première, le Guillaume d'aujourd'hui, de 2024, peut apprendre beaucoup de cet enfant que je ne souhaite pas brûler. Alors, je te parle pas de l'enfant brûlé. Je te parle de... Antoine? T'inquiète. Je te parle d'Antoine qui se brûle. Là, l'enfant de 6 ans qui a été abusé, je suis en train de prendre soin de lui. Et c'est là les racines, en fait. C'est pour ça qu'on va pas aller plus loin sur ce sujet, parce que c'est là. Et il y a un bouquin que je lis, de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien, qui a écrit un bouquin, c'est Prendre soin de l'enfant intérieur. Voilà, j'en suis à ce niveau-là. Je n'ai pas brûlé l'enfant, parce qu'il est toujours là. C'est lui, vraiment, il est là. Toi, tu écrivais. Moi, à l'époque, j'offrais des bouquets de fleurs aux voisins. Je créais des pièces de théâtre. Je faisais des spectacles pour la rue. J'ai reproduit, c'était quoi le truc? Un costume d'époque. L'assassinat du de Guise au château de Blois, par exemple, un truc comme ça. J'avais tout ça, cette création. Ah, waouh! Je faisais plein de choses. Et ça te parle, toi, aujourd'hui? Ouais, j'adore. Moi, les enfants, ils m'adorent. Ça, avec moi, quand je suis avec les enfants, on crée. On fait des trucs, des machins, des cabanes, des déguisements, des maquillages et tout. Et on a tué ça, quelque part. Parce qu'après, je suis enfermé, tu vois.
On a tué cet esprit de créativité. Mais je suis toujours au fond de moi, j'adore créer, j'adore faire des fêtes, j'adore ce genre de choses, tu vois. Mais voilà, j'en suis là. Bah, tu vois, donc je suis bravo. Donc je suis d'accord avec toi. On a chacun un petit enfant, mais moi, il a été stoppé. Voilà. L'âge qui me plaît pas a été brûlé. Donc il est là sur un autre chemin. Il a envie que le petit ressorte. Petit Antoine. Ouais, mais pour moi c'est un signifiant pas du tout étonnant. Parce que c'est rare que les gens tu as décidé d'avoir un pseudo et tu réfutes cette décision. En fait, ça sera pas enregistré là. En te mentionnant, si t'es enregistré. Est-ce que ça te va qu'on termine là-dessus? Ouais. Ou est-ce que t'as une conclusion de dernière bafouille? Non. Quelque chose sur lequel t'as envie de... Non, du tout. Terminer. Non, je suis très contente. Tes podcasts m'aident beaucoup. J'en ai écouté beaucoup. Dont un, je sais plus, je trouve la maturité des garçons vraiment extraordinaire. Plusieurs podcasts m'ont vraiment plu, dont un qui parlait d'une relation de 14 ans et comment tu pouvais aborder les discussions. Voilà. Par contre, il y a un sujet que j'ai du mal encore, c'est la notion de couple ouvert. Ça, j'ai du mal. Et j'ai vu dans un de tes récents sondages que ceux qui étaient célibataires et ceux qui étaient en couple ouvert, c'était à peu près égal. J'ai encore du mal avec les notions de couple ouvert, en fait. C'est-à-dire, pour toi, t'as du mal à t'imaginer être en couple ouvert? Alors, couple ouvert où chacun va voir son côté, je trouve ça un peu ridicule. Couple ouvert où tu fais venir quelqu'un, où tu vas voir des mecs, oui. Mais où chacun... Non, je trouve ça un peu... Voilà. Ça, c'est mon avis. C'est peut-être une autre génération qui parle à ce moment-là. Je sais pas. Bon, bah merci Antoine. Oui, Guillaume. Mais du coup, je flippe de dire le mauvais prénom. Non, mais t'inquiète. Merci pour ton témoignage. Merci de m'avoir accueilli, malgré les travaux. Mais ça a vibré, c'était bien. Ah ouais. C'était top. C'est peut-être une image autour de la réparation des fondations. Exact. J'ai l'impression que c'était les fondations de l'immeuble qui étaient en train de... Ou nos fondations, en fait. Ouais, peut-être. Nos fondations. Donc, c'est ça qui est bien. Faut que ça vibre. Parfait. Si. Ça va? En fait, on est pas enregistré là. Alors, attends. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.